et puis un recel de cadavres, comment on appelle, de prisonniers. De prisonniers. Et puis bon, c'était pas une intervention, hein. Je pense que Maduro a été livré par donc, son cercle restreint. Ouais. Et je suis en contact avec des gens de l'autre côté. On s'informe. Donc ça montre une fois de plus que autour donc, des différents chefs d'État, de ceux qui veulent prendre leur destin en main, il faut vraiment faire un vrai travail. Voilà, un checking, parce que non seulement les traites sont partout, mais en même temps aussi, vous avez que pour ce qui est du Venezuela, en fait, les boucliers étaient en maintenance. C'est qu'on nous a dit de sources un peu proches. Et quand vous regardez la méthode de Donald Trump s'est en pris à un individu. Il ne sait pas que le Venezuela, il sait très bien, mais le Venezuela est très organisé. Ce n'est pas des pays comme certains pays. Ils sont très organisés. Il y a tout un système qui est là. Même Rodriguez, après elle, il y aura toujours quelqu'un pour toujours être dans la ligne donc, du gros travail qui a été fait par Hugo Chavez. Voilà, donc pour dire vrai, ça traduit une réalité du monde. Hein. Quand je vois que le président Ibrahim Traoré est en train de souffrir pour expliquer à des gens des choses qu'il refuse de voir. Voilà, quand on dit que les faibles vont disparaître, quand il parle d'hiver noir, bon, à chaque fois qu'il parle, 72 heures après, il y a des choses qui se manifestent. Bon, je ne sais pas, nos facultés de droit et de sciences politiques, on attend que les experts sortent nous expliquer ce que ça veut dire. La démocratie, entre la démocratie et la pétrodémocratie, c'est vous qui avez écrit ça sur votre page, non? Donc, moi, je ne sais pas comment certains intellectuels, de grands théoriciens donc, de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, réagissent aujourd'hui face à ce que Donald Trump dit, où il dit que le seul droit international, c'est lui, sa morale. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Voilà, on attend que les gens embarquent des plateaux pour nous expliquer ça, mais ce n'est pas leur problème. Donc, il appartient à chaque État de s'organiser. Il appartient également à chaque nation d'avoir une claire conscience. Moi, j'ai dit que la seule race au monde qui ne s'organise pas, c'est la race noire. Voilà, on ne s'organise pas. L'Amérique s'organise, ils s'organisent au-delà, les Occidentaux s'organisent, les G20, G7, etc. etc. Ici, quand nous on dit AES, ensuite, comment faire pour réformer la CEDEAO, on dit non, oui, il est mieux d'être dans un grand ensemble. Les gens s'organisent dans beaucoup d'entités pour faire face au monde. Et il appartient aussi aux États qui sont en construction, les nations en construction, de travailler sur les ressources humaines, pour la future guerre de demain. La future guerre de demain ne sera pas comme Kabila l'a si bien expliqué, ça ne sera pas une guerre comme les gens le croient, mais ça va se jouer sur des questions d'intelligence, des questions aussi de stratégie et tout et tout. Et je pense que Macron l'a dit, hein, il faut que l'Europe arrête d'être, j'allais dire, herbivore, devienne carnivore. Donc l'Europe ne va pas devenir carnivore, la France ne va pas devenir carnivore pour, en tout cas, regarder des peuples comme l'AES qui sont en train de s'autodéterminer, de prendre leur destin en main. Donc c'est à nous aussi de préparer des plans de riposte à tous les niveaux et de travailler à avoir une claire conscience de ce qu'on veut être en tant que peuple et d'éviter ce qui est arrivé au Venezuela. Du reste, on va souhaiter longue vie et donc à la vice-présidente qui a pris les commandes du pays et qu'elle puisse déjà en tout cas stabiliser la situation là-bas. Je vois qu'il y a des arrestations en cours au sein donc, de l'armée. Donc ça démontre déjà que le système est en train de reprendre le contrôle progressivement. Ce qu'on va souhaiter pour le peuple vénézuélien, qui est un peuple combatif et très révolutionnaire, c'est qu'ils aient en fait une veille pour que en fait cette vice-présidente-là puisse en tout cas nous sortir de l'ornière. Mais je pense que en fait c'est une faiblesse des États-Unis de s'attaquer à un pays comme le Venezuela. Moi je dis généralement que quand on est poids lourd, on va affronter les poids lourds pour tester sa puissance. Voilà, on ne s'en prend pas à des peuples comme ça. Et je pense que Donald Trump a joué un faux jeu. Vous avez qu'à l'intérieur même, au sein donc au sein des États-Unis, oui, il y a des voix qui se lèvent, voilà, qui se disent non. Oui, tout à fait, on reste d'accord avec le communiqué qui a été fait, voilà, parce que c'est une agression, voilà, c'est une agression et c'est tout à fait logique qu'une entité comme l'AES puisse déjà commencer à se positionner sur des grands sujets. Je pense que le président en exercice donc, de cette organisation, qui est notre président du FASO,
a déjà à plusieurs fois dans ses interventions montré sa position vis-à-vis de ces genres d'actes, voilà, qui ne sont pas des actes donc, à renforcer donc, en tout cas la relation entre les peuples. Parce que ce qui est important pour les révolutionnaires, c'est la relation entre les peuples. Il faut que, en fait, dans les actions, les gens essaient de regarder les conséquences qui peuvent en découler pour les peuples. Et aujourd'hui, quand on regarde donc, la position donc, des organisations comme l'ONU, ça démontre à merveille ce que le camarade Bassolma Bazé avait dit, que la possibilité qu'il y ait un putsch un jour au sein de l'ONU est très élevée. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU se trouve être très faible vis-à-vis donc voilà. Donc ce qui montre que ce que certains spécialistes donc, des questions internationales disent est totalement vrai, à savoir que vous avez des organisations qui sont sous tutelle américaine et qui agissent donc, au gré et aux humeurs donc, de certains dirigeants. Et bon voilà, ce n'est pas de nature à renforcer les relations entre les peuples. Je pense que la posture de l'AES est une posture qui vient à point nommé, qui démontre une fois de plus que l'AES est dans vraiment une posture de travailler au rapprochement des peuples et non à des agressions inutiles sur donc, des territoires amis. Même au doyen, que je suis désolé de le dire, ça fait la énième fois qu'on le dit et je ne veux plus répéter ça encore. Depuis que la CAN a commencé, doyen, on a fait combien? C'est au même moment où on a attaqué le Venezuela qu'il y a eu la tentative d'élimination d'un président qui dirige un pays en guerre. Il y a eu combien d'éditions spéciales pour nous donner le substrat de ce qui se passe? On a toujours dit ça. Ailleurs, il y a des télévisions qui sont en information continue. Il y a des bandes défilantes où on donne la synthèse de l'actualité, où on fait venir des spécialistes pour parler de certaines choses. Pourquoi il y a des anciens colonels, des anciens généraux chez eux, à LCI, à France 24, qui sont des chroniqueurs payés à des coups de dollars pour en fait donner leur regard sur ce qui se passe dans le monde. Mais chez nous ici, on a fait des écoles, il y a des docteurs en communication, des professeurs en communication. Mais c'est pendant cette canne-là, tout le monde est concentré sur le ballon. C'est dans ça qu'il y a eu ce qui s'est passé au Venezuela, mais il n'y a pas eu d'édition spéciale. Donc, je dis et je répète, on n'a pas encore compris en fait les enjeux de tout ce qui se passe ici. Parce que justement, si on va compter sur des individus qui n'ont jamais cru même à leur pays, pour en fait réfléchir stratégie pour nos pays, on est mal paré. Pour parler des étalons, je suis désolé de le dire, c'est la même chose. Je vous l'ai dit ici, le problème des étalons est psychologique. On avait l'une des meilleures équipes cette année. Monsieur Brahma doit nous excuser, mais c'était un échec total contre la Côte d'Ivoire. L'esprit de combativité n'y était pas. Et pour pouvoir garantir de meilleures victoires aux étalons, j'ai dit, évitons les deux choses. Le sababoïsme et le yaotoïsme. Le sababoïsme, c'est croire l'improvisation. Et le yaotoïsme, tu vas voir que il y a des gens, oui, tel joueur là, il est passé par mon centre de formation, il faut qu'on le place, parce que oui, telle personne là, lui c'est un gars de l'ancien, c'est l'ancien ami des Bansé, il faut faire attention à la politisation dans le sport. Il faut éviter la politisation. Et je dis, c'est tellement ancré dans le sang des gens que je ne comprends pas. Quand vous voulez des résultats, les étalons, c'est l'image du pays. Regardez le nombreux efforts que les FDS sont en train de faire sur le terrain. Et quand on tient le drapeau là, quand vous êtes sur le terrain là, il y a des manières de jouer. Contre la Côte d'Ivoire là, il ne s'agit même pas de dire aux étalons d'aller jouer. Parce que c'était un match dans le match. Vous devrez leur dire que... En fait, mais attention, vous êtes en train d'aller en guerre footballistique, vous devez gagner. Il s'agit de gagner. C'est comme ça qu'il faut encadrer les gens. Donc pour moi, le staff est à revoir. Les clans au sein de l'équipe, je pense qu'on a un service de renseignement. Si on voit qu'il y a des gars qui veulent diviser les équipes des étalons là, il faut les mettre hors d'état de nuit pour qu'on avance sereinement pour rehausser le niveau de football. Et doyen a chanté ici plusieurs fois les états généraux de football et de la communication ici. Je ne sais pas, ils suivent nos émissions parce que si on disait des choses qui n'étaient pas bien, on allait venir nous prendre ici. Donc, il faut pas prendre en compte ce qu'on dit souvent parce qu'on n'est pas contre quelqu'un. Mais il s'agit aussi de notre pays. Quand il s'agit de l'image du pays, là, on s'en fout des petits esprits qui ne regardent pas les choses grandes. Moi, je pense que nous sommes un grand pays, pas la dignité et le courage de nos hommes. Et dans le football, on doit sentir ça. Voilà, on ne doit pas être dans des matchs nuls, dans des 1-0. Le Burkina doit gagner et doit toujours gagner. On vous a bien compris. Alors